Mbote bandi kobalandi ya Congo sur cette télévision. Merci beaucoup. Comme on a bino, Kolanda Biso, et Zalibongo Abino Maître Dona. Au mokolo moi le 5 mai samedi 2018, Namboka Anvers, Ezalaki Bongo Bokutani Bois, Messe Bar de Wever, Bourgmestre Mboka Anvers, na communauté congolaise, et pas Yuapi Basangana qui peut être Bar de Wever, Ameka, Kosolana Baona Likambolitali, parti na ya NVA. Pena musala oyo ase asali pendant mandat na ye et na yango pe bandeko ba Congolais bazonga kisima te batunaki mwa mituna na Bar de Wever pe Bar de Wever ayano laki na yango tolanda na bilili pe bokolanda nyonso mayemalekaki na lisanga liye lisamaki na mboka ya Anvers, plus précisément na kati ya Belgique. Bon, bonjour à vous tous, je suis heureux de finalement pouvoir vous rencontrer. On avait déjà planifié ça en 2016, je pense, mais à ce moment-là, on n'a pas pu l'organiser. Je sais qu'au bourgmestre d'Anvers, on va en contact avec toutes les communautés de ma ville, ce qui n'est pas une évidence à Anvers, puisqu'on a 175 nationalités qui vivent ensemble dans cette ville, qui est compliquée. Il y a des grandes communautés, comme la communauté marocaine, qui a 60 000, presque 70 000 gens. Il y a la communauté turque, 20 000, les Hollandais, 20 000. Et après, il y a une vaste archipel, disons, de groupes qui vivent dans cette... et avec lesquels on partage la citoyenneté. Mais rencontrer les tous, ce n'est pas une évidence. Je fais ça chaque semaine. Donc, un meeting, un rendez-vous dans un quartier, avec des gens. Mais même après 5 ans, je dois avouer que je n'ai pas vu tout le monde. Il y a encore des gens qui sont sur la liste de rencontrer. On est presque à des élections. Mais c'est quand même utile d'entendre un tout petit peu ce qui vit dans différents groupes, quels sont les problèmes, quelles sont les questions qui vivent pour la prochaine législature, voir si je redeviens bourgmestre, c'est ce que j'espère, c'est ce qu'on peut faire pour tout le monde. On a géré cette ville depuis 6 ans. On a commencé avec pas mal de problèmes. D'abord, il y était le problème financier. La ville était presque faillite quand j'ai commencé. On a dû faire des économies pour 430 millions d'euros. Donc c'était un travail énorme. J'espère que vous n'en avez pas vu trop, parce que quand vous voyez que la ville est en train d'économiser, c'est pas bon. Mais c'était un travail énorme. On l'a fait en diminuant le nombre de gens qui travaillent pour la ville. On a profité un tout petit peu du vieillissement de la population. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur pension. Donc en ne pas remplaçant les gens et en réorganisant tout le temps, on peut faire des économies, des optimalisations tout le temps, mais c'était un travail de tous les jours. C'était vraiment de tous les jours. On a pu le faire. Et on a même réussi d'augmenter le montant, donc on a diminué l'exploitation de la ville, d'augmenter le montant d'investissement. Et j'espère que vous avez constaté ça. On ne peut pas dire qu'on ne travaille pas à Anvers. C'est ce qu'on dit, qu'on travaille trop. À Anvers, ça je peux comprendre, c'est difficile, donc on est en train de construire une nouvelle ville, ça fait mal. Et je suis conscient du fait que beaucoup de citoyens de chaque origine ont des complaintes, que c'est difficile, que la mobilité est difficile, qu'on semble travailler partout. Mais c'est nécessaire. On n'a pas investi assez et les écoles, les immeubles publics, même l'hôtel de ville, tout était démodé, tout était trop vieux. Quand on rend des enfants à l'école, on espère voir un immeuble moderne. C'est dans un pays comme la Belgique qui est quand même prospère. Moi, je crois que le secteur public doit aussi être à l'auteur de la prospérité. Donc, on doit investir. Et c'est exactement ce qu'on fait. Deuxième problème, c'était la sécurité dans la ville. Il y avait beaucoup de problèmes de criminalité. Quand j'ai commencé comme bourgmestre de toutes les grandes villes de la Belgique, quand on voit le taux de la criminalité, on n'était pas bon. On n'était pas bon du tout. Maintenant, on est la ville la plus, avec le taux le plus bas de toutes les grandes villes de la Belgique. Le plus bas. Donc on a diminué la criminalité avec 30%.
Donc on a fait des efforts énormes pour ça, on a régularisé la police, les services de la police, pour avoir plus de capacité dans les rues. Et j'espère que vous l'avez constaté. On a installé pas mal de caméras. Quand j'ai commencé, il y avait 100 caméras, maintenant il y a 350, on va à 500. Donc pour surveiller le public, le domaine public, aussi on a beaucoup de caméras et fin de cette année on aura un troisième des caméras qui enregistrent chaque plaque immatriculière. Quand on entre dans la ville ou quand on sort de la ville, votre voiture est vue et photographiée. C'est ce qui est par contre pas pour vous, pas pour les gens honnêtes, mais quand il y a des cambrioleurs et des bandes qui entrent dans la ville pendant la nuit, c'est mieux qu'on c'est bon qu'on peut constater qu'ils sont là, qu'on peut les contrôler. On a créé dans la police aussi des services spéciaux. Moi, je ne veux pas m'asseoir. Si je peux voir tout le monde et voir un peu les réactions, il faut toujours revenir au langage du corps, s'ils sont encore intéressés ou non. Donc, des services. Des services spéciaux de la police qui s'occupent vraiment de lutter contre la criminalité. C'est ce qui nous manquait énormément. On avait la police normale, mais il n'y avait pas des unités spéciales pour lutter contre les phénomènes de criminalité. C'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle la mobilité, l'unité mobile, qui ne fait que ça. Et ça donne pas mal de résultats. On a aussi le menace de terreur, on ne s'attendait pas à ça depuis les années 90. En Europe, on vit un peu dans une innocence ou dans une situation où il n'y avait plus de menaces. Plus de menaces externes, plus de menaces internes. Et on s'est réveillé dans un autre monde où des gens, des extrémistes peuvent nous attaquer, des attentats qu'on a connus à Bruxelles, qu'on connaît partout en Europe, des extrémistes. Et il faut adopter une culture de sécurité. Mais on n'avait plus l'habitude. Et c'était un défi énorme comme bourgmestre quand on regarde tous les sites qui peuvent être attaqués, toutes les communautés qui sont sous menace, toutes les possibilités qu'un terroriste a de faire des attentats terribles comme à Paris. Et qu'est-ce qu'on va faire pour contrer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire le maximum pour éviter ça? Ce sont des questions qui vous empêchent d'endormir le soir. Donc on a créé des unités antiterroristes, on a le plus possible créé des barrières pour éviter que des camionnettes ou des camions peuvent foncer, merci, sur les grandes routes de shopping et tout ça. Donc ça, c'était un travail énorme. Bon, sécurité, aussi la lutte contre les stupéfiants. On n'était pas dans une bonne situation. On a un des plus grands ports de l'Europe. On sait qu'on a beaucoup de trafic sur l'Amérique du Sud, ce qui est intéressant pour la commerce, mais ce qui est intéressant pour des autres choses aussi. Et il y a des bandes criminelles, surtout de Rotterdam, d'Amsterdam, qui sont très bien organisées, qui ont un peu choisi aussi le port d'Anvers pour des activités criminelles. Et on voit que l'influence de cette criminalité dans la ville a augmenté. Il y a certains clans, certaines familles, surtout dans certaines communautés, on doit l'avouer, c'est un problème on doit se focaliser malheureusement sur la communauté marocaine. Parce que là, on a eu des familles, des clans qui ont toujours été actifs dans le trafic de cannabis, parce que ça se situe dans le nord de l'Afrique, l'oriental de Maroc. Donc c'était un peu une tradition. Et les grands criminels hollandais ont trouvé ces familles comme complices pour le trafic dans la cocaïne, ce qui a rendu le pouvoir de ces bandes a augmenté, leur influence a augmenté, l'agent criminel, l'influence dans la vie de l'agent criminel a augmenté. Donc il faut vraiment une guerre, une lutte contre ça. Donc on l'a commencé, c'est dur, et je pense qu'on va encore aller plus loin pour éviter que des jeunes qui vivent dans notre ville. Le bourgmestre d'Amsterdam, une fois, a reçu une lettre d'un père de famille qui disait: bon, j'ai un problème, bourgmestre, j'essaye tout pour garder mes fils dans l'école, pour les garder comme des citoyens honnêtes et pour les forcer de prendre toutes les chances que cette société offre. Mais j'ai un problème, parce qu'à côté de moi, il y a 2 maisons à côté de moi, il vit une famille, il n'y a personne qui se réveille avant 11h du matin,
il n'y a personne qui travaille et il y a 2 Mercedes devant la porte. Et c'est difficile pour moi de dire à mes fils, il faut rester honnête quand ils voient que, sans problème, il y a un autre choix dans la vie qui donne beaucoup d'argent sans beaucoup d'efforts. Donc il faut mener cette lutte. Parce que si on ne s'occupe pas des stupéfiants, pas seulement on va perdre une génération, hein, on risque de vraiment perdre une génération et on va être conscient du fait que la vente de stupéfiants, ça n'arrête pas seulement avec ça. Aussi des cambrioleurs, des gens qui font des vols violents, ce sont toujours des gens qui ont des inquiétudes. Quand on lit le journal et on lit que quelqu'un a entré à la maison d'une vieille dame et qu'on l'a vraiment qu'on l'a violé d'une manière incroyable pour voler 20 €, ce sont toujours des junkies qui le font. Hein. Donc il faut vraiment mener cette lutte, c'est important. Donc la sécurité, donc bon, la situation financière, la sécurité, la mobilité. La mobilité, c'est un problème gigantesque. Vous le savez, quand vous habitez à Anvers, ou en tous Anvers, n'importe, ou entre Anvers et Bruxelles, ou à Bruxelles, vous savez que la mobilité dans ce pays est devenue un cauchemar. Donc on a discuté depuis 20 ans quelle est la bonne solution, mais on n'a rien fait. Finalement, quand on est entré dans l'hôtel de ville en 2012, on a dû encore former le gouvernement flamand et fédéral en 2014 pour finalement pouvoir prendre la solution. On a les mêmes partis ici à l'hôtel de ville qui sont au pouvoir qu'au niveau flamand et au niveau fédéral, ce qui a rendu possible finalement de prendre la décision après 20 ans. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, on a commencé les travaux, mais ils ne sont pas finis. On va encore travailler le Oosterweel, le nouveau tunnel. Ce sera incroyable. On a décidé pour 6 milliards de travaux, ce qui est en Europe quand même un investissement énorme. Mais ça va prendre encore jusqu'à 2024, jusque tous les travaux sont finis. Donc, jusqu'à ce moment-là, on sera encore en problème. Deuxième problème, et on peut faire, c'est un peu comme la aorta. Quand la aorta est bloquée, tous les autres veines bloquent aussi. Donc pour pouvoir faire une opération à l'aorta, qui est le ring d'Anvers, le grand ring, pour le fermer, il faut d'abord réparer tous les veines. Donc on était obligé de faire tous les travaux que vous voyez aujourd'hui avant qu'on commence les grands travaux, ce qui rend une situation mauvaise encore pire. Donc ça va devenir pire avant que ça peut devenir mieux. Mais on va bien voir chantier après chantier qui est fini quand on vivra dans une nouvelle ville qui sera beaucoup plus agréable et qui sera beaucoup plus accessible pour tous les moyens de transport. Parce qu'on ne s'occupe pas seulement de la mobilité pour la voiture, on a investi énormément pour sécuriser, pour améliorer les réseaux, pour rouler à bicyclette aussi. C'est important, je pense, qu'on doit séduire les gens de ne pas utiliser leur voiture. On peut seulement le faire quand il y a une alternative qui est bonne. Quand on peut aller en bicyclette, quand on est vite, quand on a des routes qui sont aussi segures, on est en train de faire ça. Il y a un index dans le monde de Copenhague, comme on dit, comment est la qualité de rouler à bicyclette. Copenhague est le numéro 1 du monde, c'est incroyable. Et Anvers est déjà le numéro 7 du monde. Donc c'est pas mal. On peut encore améliorer beaucoup, mais c'est déjà pas mal et on va encore faire des pas de l'avant. Aussi pour les piétons, mon rêve c'est qu'on peut aller de la gare centrale jusqu'à l'ESCO sans interruption de voiture. Et on va y arriver. En septembre, on aura le square à l'Opéra. Ce sera formidable. Après le tour de Boerentoren, vous connaissez. Là, il y a encore point de blocage on a une solution. Après que le square est fini, on va fixer ça. Et le dernier blocage, c'est quand on va du Sakura jusqu'au Steen. Là, on va, la prochaine législature, encore faire un tunnel et ce sera fait. Et alors, on peut
aller marcher sur la plus belle avenue d'Anvers, de la gare centrale jusqu'à l'Escaut sans interruption, et aussi sur les quais. On est en train de refaire tous les quais. Maintenant, c'est un parking. C'est un peu dommage que Anvers soit une ville avec le dos vers la rivière. On va renverser ça. On est en train de faire, ce sont des travaux énormes, de refaire tous les quais et de faire un oasis vert, un boulevard où on peut se promener. Donc ainsi, on peut aller du nord jusqu'au sud, au quai, comme piéton, et aussi à travers la ville de l'Escaut jusqu'à la gare centrale. C'est ça. Ça, c'est la rêve. Ça, c'est mon rêve personnel. On est en train de travailler énormément. La situation sociale de la ville. On a dû économiser beaucoup et on l'a fait sur tous les domaines, sauf un, ce sont les affaires sociales. On a augmenté les moyens de l'échevin qui s'en occupe avec 20%. Parce qu'il y a un problème de pauvreté dans cette ville. On a attiré beaucoup de gens. Tout le monde sont venus à Anvers pour vivre comme citoyens. On va offrir des chances à tout le monde, mais ce n'est pas une évidence, ce n'est pas facile. Et je pense que c'est le problème majeur pour l'avenir d'Anvers. Et il y a un paradoxe énorme. Sur le plan économique, on est très bon. On a eu des moments difficiles, mais depuis 5 ans, on va de record à record. Le port fait record après record. Donc il y a 4 ans, on a fait un record, il y a 3 nouveaux records, 2 ans, un record. Cette année-ci, on va refaire un record. Le commerce pousse énormément. Aussi, toutes les grandes entreprises sont en pleine forme. Et quand je suis devenu bourgmestre, quand j'ai visité les grandes entreprises de la ville, tous les grands entrepreneurs m'ont dit bon, on a des problèmes avec la mobilité, il y a beaucoup les coûts de salariaux, c'est un problème, ok, on a dû s'en occuper avec le mouvement fédéral aussi. Maintenant, si je fais le même tour, ils plaignent encore, de tout ces affaires, ils plaignent toujours. C'est comme un agriculteur, quand il ne plaint pas, ça n'existe pas, ils se plaignent toujours. Mais le problème numéro 1 maintenant de toutes les entreprises, on ne trouve pas des gens pour travailler, on a plein de vacatures. Il y a des centaines, des milliers de vacatures, en fait, j'en ai jamais eu tant de vacatures, mais on ne trouve pas des gens. Mais je vois dans la ville qu'il y a des milliers de jeunes sans emploi. Le taux de chômage est le double du moyen flamand. En Flandre, on est en train de tomber jusqu'à 6%. C'est presque pas de chômage, hein, parce que si on est à 5%, c'est ce qu'on appelle le chômage de friction, on n'a presque pas de chômage. Mais à Anvers, on est encore à 14%. Quand j'ai commencé, on était à 16%, mais je suis encore à 14%. Et quand je vois qui sont les gens qui ont énormément de difficultés à trouver un boulot, ce sont les jeunes, et surtout les jeunes d'origine étrangère, qui ont énormément de difficultés. Donc, si on n'arrive pas à faire un pont entre le talent des générations la jeune génération d'Anvers et les possibilités de la nouvelle économie anversoise, on va avoir des problèmes gigantesques. Ça, c'est un problème énorme. Donc, dans les affaires sociales et dans l'enseignement, on n'a pas fait des économies, bien au contraire. Au contraire, on a les moyens d'investissement dans l'enseignement de la ville, parce qu'il y a aussi l'enseignement de la Flandre et l'enseignement privé catholique. Mais l'enseignement de la ville, donc le réseau scolaire de la ville, on a augmenté les investissements de 70 millions jusqu'à 180. Donc on a plus que doublé, presque triplé les moyens. Et ce n'est pas encore assez. On a aussi encouragé le gouvernement flamand énormément à reformer notre enseignement. Parce que l'enseignement qu'on connaît en Flandre est parfait pour les générations flamandes du XXe siècle. Des gens comme moi, mon père, il était un cheminot. Jamais dans ma famille, quelqu'un a fait des autres études. Dans les générations avant moi, personne. Il n'y avait aucune indication dans ma famille que c'était possible. C'est l'enseignement flamand qui m'a donné des opportunités. Mon frère est devenu professeur de l'Université de Gand. Moi, je suis devenu bourgmestre.
On peut penser ça sur ce qu'on veut, mais c'est quand même quelque chose. Donc l'enseignement flamand a toujours réussi à faire pousser le talent des générations. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et certainement dans les grandes villes. Donc on a besoin de nouvelles stratégies. On a besoin de plus de moyens. Et on a besoin de penser out of the box. Donc j'ai encouragé énormément le gouvernement flamand a dit qu'il faut adopter des systèmes duals. S'il y a un genre et s'il y a un boulot, il faut simplement faire le pont entre ce jeune et les boulots qui existent. Et si c'est nécessaire de le faire travailler déjà à 16 ans, on doit le faire. On doit le faire. On ne doit pas insister comme on l'a fait toujours, qu'il reste à l'école jusqu'à 18. Quand il veut travailler, quand il a le talent de faire un job spécifique qui est là, il faut simplement lier l'un avec l'autre. Et on essaie comme ville de vraiment donner cet exemple. Par exemple, la police. La police en reçoit, dans la ville entière, on a 20% des employés qui sont d'origine étrangère. Ça augmente chaque année. Et je constate quand on fait la prestation de serment chez moi, quand on vient travailler dans la rue. Et je vois très bien, quand je vois les groupes de nouveaux employés, qu'on est en train vraiment de devenir un miroir des gens qui vivent dans la ville. Il y a dans les groupes une diversité, dans les groupes qui font la prestation de serment, une diversité énorme. Donc, et c'est bon. On est à 20% déjà. Mais ce que j'ai constaté aussi, si on fait un peu la pyramide de la ville, qui est au sommet, qui est à la base, les gens d'origine étrangère sont à la base. Quand je fais une réunion avec les directeurs de la ville, ils sont presque 20, ce sont tous des blancs. 2 tiers sont des femmes. Donc la diversité là, on a bien fait. Exagéré un tout petit peu, on est à 2 tiers, mais il n'y a personne d'origine étrangère. Et quand on voit la base de la pyramide, dans certaines structures de la ville, comme au Sorgueberg, on est presque à 40%. Mais ce sont des travailleurs, c'est ce qu'on appelle blue collar. C'est pas bon. Donc on a fait un programme de HOA, c'est ce que hoogopgeleide anderstaligen, des gens qui ont un diplôme de leur pays d'origine qui n'est pas homologuisé dans ce pays, homologué dans ce pays, ils travaillent parfois sous leur niveau. J'ai vu dans le couloir du grand immeuble Le Bel, le grand immeuble où tous les fonctionnaires de la ville travaillent, il y avait une dame d'origine africaine, pas congolaise, elle était de Côte d'Ivoire. Et elle faisait le nettoyage, elle avait un diplôme Côte d'Ivoire, elle était juriste spécialisée dans le droit naval portuaire. C'est extraordinaire ça. Donc on a adopté un programme OA, c'est ce qui veut dire que quelqu'un qui a un diplôme universitaire a la possibilité de travailler 1 an à le niveau universitaire. Et après 1 an, il peut faire l'examen pour avoir le job qu'il fait déjà. Et ça, c'est quelque chose. Je dois avouer que ce n'est pas toujours un succès. Mais chaque fois quand on a un succès, c'est une grande réussite. Parce que ça, c'est utiliser le talent des gens qu'on aime et ne pas obliger les gens à travailler sous le niveau qui doit être. C'est depuis 3 ans qu'on fait ça. Mais ça ne suffit pas. La police, il y a un problème spécifique avec la police. La plupart des policiers qui travaillent en Turquie n'habitent pas dans la ville. Donc ils entrent dans la ville, ils mettent leur uniforme, ils font leur tour et retournent chez eux. C'est pas bon. Mon prédécesseur voyait le problème aussi. Et il a lancé une campagne avec des affiches de 20 mètres carrés pour dire, bon, on a besoin de vous. Si vous voulez joindre la police, vous êtes le bienvenu à le faire. J'ai un peu regardé les résultats. Il a pu attirer plus que 400 candidats. Et il y a exactement un de ces 400 qui est devenu policier. Donc, c'est un double défaite.
Parce qu'on attire des gens, on peut les enthousiasmer, et après on doit dire, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ça, c'est une chose. Donc on ne doit pas répéter ça. On le fait autrement maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a eu un seul qui a réussi? Parce que le recrutement de la police est une affaire fédérale. Donc on doit vraiment envoyer la personne à Bruxelles, où on ne le connaît pas. Il doit faire ses examinations là, et c'est un désastre. Parce que la plupart des gens ne sont pas préparés, les jeunes ne sont pas préparés, ils ne savent pas à quoi s'attendre, et c'est un désastre. C'est un désastre. Donc j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, Yann Bon, que je connais un tout petit peu, j'ai dit, bon, je veux payer pour le recrutement moi-même, si vous me permettez de l'organiser moi-même aussi. Et il m'a donné cette opportunité. C'est ce qu'on appelle un projet de pilote à Anvers. Ça me coûte 6 millions par an. Hein. Donc c'est pas bon marché. Mais c'est ce que je peux faire. Non, c'est d'aller dans les écoles. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez devenir policier? Des gens des jeunes qui ont 16 ans. Mais je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire pour réussir. Et on va vous offrir un accompagnement. Et maintenant, on voit la dernière classe de policiers qui est entrée, c'est ce qu'on appelle dans la formation, donc ils sont presque policiers. On est à 20%. On est sauté jusqu'à 20% de gens d'origine étrangère. Et la réussite, on avait 25% de candidats d'origine étrangère, et il y en a 20% qui sont dans la classe finale. Donc il n'y a que 5% qui n'ont pas réussi. Donc 80% va à la réussite maintenant. Ça coûte un peu d'argent, mais je crois qu'à long terme, ça c'est le chemin qu'on doit suivre. Parce que ça va. Maintenant, une classe c'est presque 50, ce ne sont que 20. Mais la prochaine classe, encore peut-être 25. Et après quelques années, on va bien voir que la police change. Et que ça devient de plus en plus aussi une représentation des gens qui vivent dans la ville. Et je pense que la police va devenir beaucoup plus efficace parce qu'ils vont littéralement mieux comprendre, littéralement, et aussi figurativement, ce qui sont la situation de chaque communauté dans cette ville. Ils vont comprendre et vont pouvoir mieux agir. Et on va avoir moins de malententes et moins de mauvaises perceptions aussi des actions de la police. Donc ce sont des stratégies que je crois sont très importantes. Donc sécurité de la ville, financière, la mobilité, les affaires sociales, l'enseignement. Je pourrais encore parler un grand problème, mais je suis ici pour répondre à vos questions et aussi pour discuter. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais parler pendant des heures et des heures. Non, vous ne devez pas rester depuis longtemps. Peut-être encore un sujet. Ce qui me donne beaucoup de soucis, c'est le prix des maisons pour louer, certainement pour acheter une maison. Si on a un problème, on constate que beaucoup de gens qui vivent dans la ville, quand ils ont 30 ans, et c'est le moment où on veut acheter une maison, on a une famille, il y a des enfants, on doit faire des grandes décisions dans la vie. Où est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école? Est-ce que je peux acheter une maison? Mais on va aller à la banque et pour 25 ans, 30 ans, on est fixé. Donc ce sont des grandes décisions. Et on constate, on a vu dans les statistiques, que ce moment est souvent le moment où on quitte la ville. Et je me suis demandé pourquoi. Mais ce sont les prix des maisons. Quand c'est plus bon marché de quitter la ville. Aussi un peu l'idée que les écoles hors de la ville sont meilleures que dans la ville. Ce qui est une mauvaise idée, c'est pas correct je pense, mais la perception c'est tout. Quand les gens le voient, c'est une réalité sociologique. Hein. Donc ils agissent sur une perception qu'ils ont et ils quittent la ville. Et pour la ville, c'est pas bon. Donc
on doit se focaliser. Chaque raison pour laquelle on quitte la ville, on doit s'en occuper pour améliorer. Et un des plus grands problèmes, c'est que si on ne fait pas des efforts, on va se retrouver dans une situation comme Amsterdam, comme München, où on a déjà ce qu'on appelle le New Urban Crisis, une crise urbaine, où c'est devenu vraiment, pour quelqu'un normal, c'est devenu. Personne ne peut encore acheter une maison. Et on doit éviter que ça se produise ici à Anvers. On va élargir la ville. Et c'est pour la raison que vous voyez dans le sud de la ville qu'on est en train de construire des nouveaux quartiers. Dans le nord aussi. Il y a beaucoup de critiques sur cette politique parce qu'on attire beaucoup d'investisseurs du secteur privé et on leur donne l'opportunité de construire. Mais si je pense que c'est inévitable. Si dans l'économie, il y a la demande et l'offre, la relation entre les deux fait le prix. Donc on va augmenter l'offre d'appartements et de maisons pour les familles. Et c'est pour la raison qu'on travaille tellement et qu'on attire tellement des investisseurs et qu'on a fait tellement de grands projets pour élargir la ville et renverser des quartiers comme le Slachter's-site et les autres, le Renault-site ou des anciens sites industriels pour les renverser et les changer dans des quartiers pour des familles avec des maisons qu'on peut encore payer. Ça, c'est quelque chose pour notre avenir que je crois qui est vraiment crucial. Mais bon, je pense que j'ai parlé assez de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire encore. Je veux bien répondre avec votre question et écouter un petit peu votre souci. Et c'est ce que vous voulez, les changements que vous désirez dans une ville. C'est intéressant pour moi de noter ce que vous voulez, ce que vous voyez, de ce que vous rêvez dans cette ville. Merci. Merci à vous tous. Je vois que vous êtes pasteur, donc vous pourriez parler sans problème. Moi, je suis Christophe Béat, je suis pasteur ici à Anvers. En qualité de pasteur, je gère des gens, j'ai géré des gens, j'ai géré des situations aussi. La première question, elle est pratique. Ma fille travaille comme responsable dans un intérim. Vous parlez ici de l'emploi. L'emploi au niveau de notre communauté. Et ce qui est difficile, c'est que les entreprises qui viennent vers les intérims pour trouver la main-d'œuvre, ces entreprises donnent déjà des instructions au bureau d'intérim pour dire pas telle nationalité, pas telle nationalité, pas telle nationalité. Et donc, avec tous les soucis que vous avez, d'essayer de réduire le chômage au niveau de notre communauté. L'État ne va pas employer tout le monde. Il y a l'État, il y a le privé. Mais au niveau du privé, il y a déjà ce barrage-là. Je ne sais pas quelle solution on peut trouver par rapport à ça. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est que j'en profite parce que j'ai ici le bourgmestre et j'ai en même temps le président de la NVA. C'est par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été fait, ce qui a été dit. Mais dans le cas où nous arrivons à la fin de l'année et qu'il n'y a pas élection au Congo, quelle est la position de la NVA? Merci. Ce sont déjà des questions assez dures, hein, donc on ne va pas attendre jusqu'à des dizaines de questions comme ça. Le premier thème, vous êtes pasteur d'une église.
Je suis en train, vous n'avez pas posé la question, mais je vais donner une réponse tout de même. Je suis en train de parler beaucoup avec notre évêque, parce qu'il y a un problème de trouver des places pour les églises africaines qui poussent et qui sont très actifs et qui ont beaucoup de succès. Et d'autre part, il y a beaucoup d'églises qui sont presque vides. Mais je dois vous avouer que c'est très difficile. Et qu'on avance, mais lentement. Donc, pour moi, ce doit vraiment être un projet. S'il y a des groupes de croyants, ce que je trouve toujours positif, il faut pouvoir les donner des endroits où ils peuvent, sans problème, se rencontrer et avoir des réunions. Et puisqu'on a tellement des églises vides, il faut quand même pouvoir donner une solution du problème de l'un avec le problème de l'autre. Si on fait l'addition des deux, on va pouvoir beaucoup plus, mais je dois vous avouer que c'est difficile. Mais on avance lentement. On a adopté maintenant un plan pour la réutilisation de certaines églises. Donc l'ouverture est en train de se faire, ce qui est important. Pas seulement pour les églises et les groupes africains, les autres groupes aussi, mais c'est un point difficile parce que parfois on trouve un endroit, mais ce n'est pas le bon endroit et ça donne des conflits avec les riverains et tout ça. Et il faut pouvoir éviter ça. Bon. Votre première question, c'est une question sensible. C'est la question de discrimination qui existe. Et sans doute que ça existe. Donc il ne faut pas nuancer ça ou dire que ce n'est pas vrai, ça existe. Donc on a adopté il y a 1 an avec le gouvernement fédéral un système qui permet, s'il y a des vraiment soupçons qu'il y a une entreprise qui ne veut vraiment pas donner des emplois à des gens d'origine étrangère, de faire des essais, donc c'est ce qu'on appelle le mystery call, pour constater d'une façon objective est-ce que c'est vrai ou non. Parce que souvent c'est une question de preuve. Hein. Vous pouvez soupçonner que vous êtes discriminé, mais c'est très difficile d'avoir la preuve objective. Donc il y a maintenant un système pour livrer la preuve objective qu'il y a des entreprises qui évitent vraiment de donner des emplois à des gens d'origine étrangère. Et ça nous permet d'entrer en discussion avec les entrepreneurs, de dire pourquoi est-ce que vous faites ça? Quelle est la raison derrière cette discrimination? Pourquoi? Et ce que j'ai constaté, c'est un sujet très sensible. Ce que j'ai constaté jusqu'au présent, qu'il y a des réserves vis-à-vis certains groupes, mais que c'est différent de groupes. Allez, pour dire tout, il y a un problème entre l'Occident et le monde de l'islam. Et ce problème, les dernières années, est en train de devenir pire. Donc, il y a une crainte qui existe chez la communauté autochtone, comme on dit, qui a toujours vécu dans une société basée sur une société chrétienne, disons, qui est sécularisée, mais qui est stupéfiée du fait que des tendances extrémistes dans l'islam existent, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, qu'ils ne connaissent pas trop de gens des communautés islamistes, qui ont peur de tout le monde, parce que si on ne connaît pas qui est qui, un réflexe humain est de dire, bon, je vais prendre aucun risque, et je vais éviter de donner un papa parce qu'on sait. Vis-à-vis des Africains subsahariens, ça n'existe pas. Il y a un autre problème qui existe, c'est la sous-estimation des capacités des gens. C'est ce que je constate, on sous-estime toujours le talent qu'il existe. On dit, bon, quelqu'un d'origine africaine, il y a les clichés qui disent, bon, est-ce qu'il va faire son boulot, est-ce qu'il va être à temps, est-ce qu'il a les capacités de le faire. Ça, c'est vraiment une discrimination qui est profonde et qui existe encore. Il faut le contrer, par donner l'exemple, et la ville fait beaucoup d'efforts pour donner des exemples, pour montrer simplement qu'on a tort, on donne des emplois aux gens d'origine étrangère, et de livrer la preuve que cette discrimination est basée sur des idées fausses. Et il faut aussi présenter
au secteur privé une vérité qui est très simple, à mon avis. Si on n'adopte pas la diversité, on n'a pas de futur. C'est très simple. Si on voit la démographie de la ville, si on voit le fait que maintenant déjà, on n'arrive plus à remplir les vacatures qui existent. Si on voit Umicore, 300 emplois, 300 vacatures, qu'on a difficulté pour trouver des gens. 300. Des autres entreprises. Il y a une longue liste de gens qui ne trouvent pas des gens. Si on n'embrasse pas les gens, les jeunes qui vivent dans la ville, qui sont dans le groupe de 0 à 9 ans pour presque 70% des jeunes d'origine diverse, on n'a pas de futur. Et je constate que les grandes entreprises, et surtout les entreprises internationales, l'ont déjà très bien compris. On ne voit plus ce problème avec les multinationales. Là, ça n'existe plus. La discrimination est vraiment en train de diminuer, de s'évaporiser. Mais malheureusement, la force de l'économie flamande a toujours été les PME et les entreprises familiales. Et là, le changement, ça prend beaucoup de temps. Là, les gens sont fixés dans une certaine tradition de travailler. Et ils disent, moi, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours eu des employés comme ça, je veux continuer comme ça. Et ils me disent, bon, c'est à moi ici, moi je l'ai fait, mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, je l'ai fait avec mes deux mains, cette entreprise, et vous n'allez pas me dire, monsieur le bourgmestre, ce que je dois faire. Donc là, le changement prend beaucoup de temps. Et c'est un sujet, moi je pense que c'est la question clé pour l'avenir de cette ville. On peut travailler jour et nuit pour créer des opportunités économiques et attirer des investisseurs, et on a beaucoup de succès. Mais si ça ne mène pas à l'emploi des gens qui vivent dans la ville, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que je fais, je suis aussi un entrepreneur dans le secteur public. Je donne le bon exemple. Et on fait des pas de l'avant, comme je vous ai dit. Et on doit continuer sur ce chemin. Les élections au Congo, ça c'est une question assez sensible. Vous connaissez ce pays, et vous savez qu'il y a les francophones et les flamands, et qu'il y a des différences entre les deux groupes. Vis-à-vis du Congo, ça me frappe que la plupart des partis francophones de ce pays ont toujours plus ou moins donné du support au régime du Congo, dans le passé et aussi dans le présent. Dans la plupart des cas, ils font le choix on dit en flamand, le chemin facile, de weg van de meeste weerstand. Et ça mène toujours aux gens qui ont le pouvoir, dans les faits. Au nord, la situation est différente, et certainement, et je ne veux pas entrer dans le conflit avec quelqu'un, mais on doit dire la vérité, la NVA est le parti le plus critique, qui a beaucoup vis-à-vis le régime présent, vis-à-vis le président actuel qui n'a pas de légitimité. Donc, la constitution du Congo est quand même claire, il ne peut plus être là. Il évite d'organiser des élections. C'est clair qu'il n'a pas vraiment l'intention de lâcher les pouvoirs. Donc il est dans l'illégitimité. Donc on a utilisé l'influence qu'on a quand même au niveau fédéral pour quitter le chemin bilatéral. Donc on a presque arrêté toute la coopération bilatérale avec le gouvernement, et on a, si on voit le montant de coopération qu'on a investi dans la coopération du Congo, presque tout maintenant est attribué à la raison des NGO, pour coopérer directement avec la population et éviter de coopérer avec le régime. Vous avez constaté aussi la grande réunion pour aider le Congo, pour aller rassembler des donateurs. Le Congo n'était pas là même. Donc c'est clair qu'il n'y a pas un grand amour, disons, entre la NVA et le régime. On veut bien continuer à aider la population congolaise, on veut même faire plus, mais ce qui est entre nous et ce rêve,
c'est le régime actuel. Mais ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation institutionnelle? Ça, c'est une question difficile parce que le levier qu'on a ne suffit pas pour avoir un changement de régime. Ça, c'est clair. On a un certain levier, mais ça ne va jamais être suffisant pour avoir vraiment un... Allez, on ne peut pas faire une pression qui est suffisante pour forcer Kabila d'organiser des élections. Et la question que vous avez posée, pour moi aussi, c'est une grande question. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est clair que le changement au Congo va venir des Congolais. Et dès le moment qu'on voit un mouvement pour le changement, on doit faire tout pour le supporter. Mais pour nous aussi, c'est une question. Qu'est-ce qu'on va voir? Qui va prendre à ce moment-là, à le moment actuel, c'est difficile de voir quelles sont les forces qui peuvent se réunir, qui peuvent s'organiser pour vraiment introduire la démocratie au Congo. Ce qui serait une évolution excellente parce que le grand paradoxe du Congo, c'est que ce pays est tellement riche. C'est tellement riche. Si on a un bon leadership au Congo, la seule chose que ce pays doit avoir, c'est un bon leadership. Et la richesse qui est là, la richesse potentielle qui est là, c'est le grand paradoxe. C'est la seule chose c'est le leadership, c'est un mouvement qui vraiment installe la démocratie au Congo, qui pourrait rendre les choses possibles. Mais c'est difficile à voir dans l'avenir comment les choses vont se produire. Pour moi, c'est aussi, votre question est aussi une question pour moi. Mais au minimum, notre position est claire. Dank u, burgemeester. Ik zal me heel eventjes kort voorstellen. Dus ik ben Brandy en ik studeer op de Universiteit van Antwerpen, in Lichten. Het is een eer voor mij om u te ontmoeten, omdat we niet dagelijks een kans krijgen om u aan te spreken. En op dit moment ben ik een trotse Antwerpenaar en Vlaming. Ik ben hier geboren. Ik zie ook veel jongeren met immigrantenachtergrond ook afstuderen. Ik zie veel gediplomeerde jongeren. Maar helaas in elke maatschappij zijn er ook verschillende problemen. En wat ik op dit moment heb opgemerkt eigenlijk is dat veel jongeren met immigrantenachtergrond, de meeste die ik ken zijn gediplomeerd, maar ze worden toch uitgesloten. Dus ze krijgen geen kans om zich aan te passen, zeg maar, in de instituties, zeg maar, om een job uit te oefenen. Er zijn heel veel Congolese Vlamingen die ik ken die afgestudeerd zijn in recht, psychologie, geneeskunde, en toch krijgen ze de kansen terwijl ze heel goed geïntegreerd zijn, ze kunnen heel goed taalgebruik benutten. En mijn tweede vraag, mijn laatste vraag, gaat over ongelijkheid in het onderwijs ook. Want er zijn ook heel veel jongeren met immigrantenachtergrond die te snel worden beoordeeld, zeg maar, om zeg maar, al direct bijvoorbeeld naar PSO bijvoorbeeld te gaan. Terwijl ze ook wel ASO bijvoorbeeld aan kunnen, maar ze krijgen bijvoorbeeld niet echt de nadruk om te kunnen oefenen aan hun taalgebruik. Want daar is ook het probleem in het onderwijs, niet dat er genoeg druk wordt uitgeoefend op dat we moeten omgaan met ons taalgebruik. En dat is het zo, denk ik. Ja, de eerste vraag die is eigenlijk aan bod gekomen. Dus de discriminatie, zelfs in geval van diploma. Ik weet dat dat bestaat. Ik weet echt dat dat bestaat. Ik ben daar optimistisch over naar de toekomst toe. Men heeft alle talent nodig. Dus mensen met een diploma hoger onderwijs, die werkloos blijven, dat is iets wat niet meer kan blijven duren. En dat zal ook niet blijven duren. Daar ben ik heilig van overtuigd. Mensen die discriminatie volhouden, die hebben geen toekomst in deze stad. Zo eenvoudig is dat. En ik zie die evolutie ten goede al bij de grote bedrijven, zeker de multinationale bedrijven. Ik denk de volgende die zullen komen zijn de KMO's en de familiale bedrijven, maar die verandering zal komen. En de publieke sector geeft het voorbeeld. Dat kan ik u zeggen.
ongelijkheid in het onderwijs. Ik heb het eigenlijk in de inleiding ook al veel over gehad. Dat wij er niet meer van mogen uitgaan. Het onderwijs zoals we het altijd hebben gekend en dat het talent van onze jongeren heeft ontgonnen, dat ook vanzelf voor de generaties die nu opgroeien dezelfde resultaten gaat zorgen. We moeten rekening houden met anderstalige gezinnen, met mensen die het onderwijs binnenkomen met taalachterstand Nederlands. Wij moeten gebruik maken van de liefde. Het decreet is veranderd. Het biedt de mogelijkheid om jongeren bij school bijkomende uren Nederlands te geven. En zelfs een volledig jaar alleen maar Nederlands te leren, vooraleer ze te laten verder studeren. We noemen dat neem een jaar, geef een leven. We moeten die mogelijkheden, zeker in Antwerpen, beginnen gebruiken. Het stelt met teleur dat de onderwijskoepels nu, vandaag, daar nog niet voldoende op ingaan. Wat wij als stad moeten doen, verderop in de keten, en dat hebben we ook gedaan, de wachtrijen voor de cursussen Nederlands zijn volledig weg in Antwerpen. Dus als iemand Nederlands wil leren, si on veut apprendre le néerlandais à l'inverse, il y a quelques ans, il y avait des listes d'attente. Maintenant, on a investi, on a rendu possible que immédiatement, vous pouvez vous inscrire pour apprendre le néerlandais. Si vous allez travailler pour la ville et vous n'avez pas peut-être un diplôme, mais vous ne parlez pas le néerlandais ou pas suffisamment, on a adopté aussi le système de buddy. On vous accorde quelqu'un qui s'occupe de vous apprendre la langue. On a aussi donné une allocation, non pas une allocation, une subvention à une organisation qui s'appelle Armen Tekort, qui se focalise sur des familles qui sont vraiment dans la pauvreté et pour voir si on ne peut pas donner un accompagnement hyper personnel. Pour dire, est-ce qu'il y a du talent dans cette famille? On va utiliser tout le talent qu'on a dans cette fille. Donc, je sais que la situation n'est pas bonne, actuelle, mais on va progresser. Je suis à terme, je suis optimiste, même très optimiste ensuite. On va y arriver. Il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qui est devenu inévitable. Parfois, quand je vous rencontre aujourd'hui, je rencontre aussi des autres groupes. Et parfois, il y a des groupes de gens autochtones qui se plaignent aussi, qui disent, Monsieur le bourgmestre, quand j'avais 20 ans, cette ville était très différente. Je connaissais tout le monde parlait le néerlandais, il n'y avait pas d'étrangers, la vie était simple. Maintenant, je vois partout des gens que je ne connais pas, j'ai un peu peur, je ne connais pas leur tradition, ils ne parlent pas ma langue. Parfois, je vois qu'il y a des groupes avec des problèmes spécifiques de criminalité, on doit l'avouer, c'est la vérité. Mais j'ai dit à ces gens aussi, ok, et je vous comprends aussi, peut-être ce changement, cette hyperdiversité qu'on connaît maintenant, peut-être vous n'avez pas voulu ça. Peut-être pour votre vie personnelle, il y a aussi pas seulement des avantages, mais aussi des désavantages. Ça, je peux comprendre. Vous avez vu changer votre quartier. Mais même à ces gens, je dis toujours, n'importe ce que vous sentez, n'importe ce que vous pensez, n'importe d'où on vient, il n'y a qu'un choix pour notre avenir, c'est de travailler avec la situation qu'on a d'une façon positive. Sinon, on va se retrouver dans des problèmes gigantesques. Et si on ne peut pas donner une réponse à des gens comme vous, vous êtes à l'université, vous étudiez, vous allez devenir juriste, que votre avenir est brillant, c'est pas seulement vous qui va, comment dire,